Donc, on va parler aujourd'hui notamment de la team number one. Donc, il y aura une petite intro. Je n'ai pas envie de lancer le sujet directement, mais elle sera courte. On parlera de la team number one, comment faire, les erreurs à éviter, ce qu'il faut retenir. Et puis ensuite, on vous parlera quand même de notre offre et il y aura un moment pour les questions-réponses. Préambule, justement, avant d'aller dans le vif du sujet, c'est cette petite image, donc avec une définition de la friction ou frottement. Donc, c'est ce qui s'oppose au mouvement. Et les frictions ont des conséquences fâcheuses. Donc, usure, perte d'énergie, perte de rendement, échauffement, perte de motivation, perte de temps, mal-être, conflit, et on pourrait en rajouter encore. Donc, ça, c'est vrai avec les matériaux. Quand on frotte deux matériaux, ben, ça s'use, hein. Donc, ce n'est pas quelque chose a priori souhaitable, sauf si on veut éviter, bien sûr, que quelque chose glisse sur une pente, par exemple, ou les pneus qui n'adhèrent pas à la route. Mais dans la plupart des cas, et surtout en relation humaine, ce n'est pas forcément quelque chose de très positif. Donc, nous, on va s'attacher au côté humain. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Voilà, la friction, c'est un petit peu ça, hein. Donc, certains tirent d'un côté, d'autres tirent de l'autre, et c'est ça qui cause, c'est la friction. Et à la place, ce qu'on pourrait souhaiter, évidemment, ben, c'est que tous ensemble, on tire dans un but commun. Encore faut-il qu'il y ait un but commun, parce que sinon, on peut revenir à chacun tire de son côté. Alors, pour gérer ça, cette question de comment on a un objectif commun déjà et comment on peut s'organiser pour travailler ensemble dans un objectif commun, il y a un premier outil qui est l'intelligence collective. Donc, ça commence à être largement connu aujourd'hui. Donc, une personne seule est limitée par ses propres capacités, même si c'est quelqu'un d'absolument brillant. Donc, l'intelligence collective, c'est mettre ensemble les capacités multiples d'un groupe pour réussir un objectif commun. Encore une fois, il faut qu'il y ait un objectif commun. Et ce qui est important pour faire marcher l'intelligence collective, c'est qu'il y ait de la diversité. Parce que si les gens qu'on consulte ou les gens avec lesquels on brainstorm sont tous à peu près pareils, ben, on ne dépassera pas beaucoup ses propres capacités, puisqu'on aura d'autres personnes qui sont câblées à peu près de la même manière. Donc l'idée, c'est vraiment, vraiment d'avoir des gens différents. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant. Donc premier levier. Et quand on met en place l'intelligence collective, ben, ça fait aussi augmenter l'efficacité personnelle. Parce que non seulement ça améliore les capacités intellectuelles ou créatives d'un groupe, mais ça permet aussi d'améliorer l'efficacité opérationnelle du groupe et donc de chacun. Alors cette image, elle va parler à Dominique particulièrement, donc dans l'habitat participatif. Pour ceux qui connaissent, donc c'est un groupe de personnes qui se réunissent pour créer ensemble leur lieu de vie. Donc certains font ça en autoconstruction. C'est un très bel exemple à la fois d'intelligence collective et de participation où des gens qui ne savent pas forcément faire sont aidés par ceux qui savent faire et tous ensemble mettent la main à la pâte et chacun amène donc des idées, des apports, des capacités, etc. pour faire du commun ensemble. Donc jusqu'à là, c'est très beau, mais on n'a pas encore parlé de team number one. Donc maintenant, on a parlé de la team number one. Donc dans une entreprise, mais ça peut être aussi dans une association, si c'est une association avec suffisamment de monde, donc une association qui est plus ou moins structurée, une petite association de 2-3 personnes, ça n'a pas énormément de sens, mais dès que ça grossit, on a souvent un organigramme. Donc après, il y a d'autres manières de s'organiser, la sociocratie, etc. Mais là, on va parler déjà d'organisations, entreprises ou pas, qui sont organisées avec un modèle comme ça hiérarchique. Donc, ben, ça me donne l'occasion de lancer le troisième sondage, Maria. OK, très bien. Donc, la team number one, c'est pas l'équipe de chaque manager, mais c'est l'équipe des managers entre eux. Et généralement, c'est quelque chose qui passe un peu sous le radar parce que les managers entre eux se connaissent, ils se rencontrent un petit peu de temps en temps, mais ils ne forment pas vraiment une équipe dans la plupart des cas. Donc, c'est ça qu'on nomme la team number one. C'est l'équipe des pairs, donc les managers avec leurs pairs.
Donc, c'est quoi une team number one? Quelles sont pourquoi on ferait une team number one? Quelles sont les valeurs que peut extraire de la team number one? Déjà, c'est faire adhérer et travailler ensemble en harmonie pour le better good de l'entreprise. Parce que quand on a des équipes séparées, chaque équipe a ses objectifs et donc le manager va travailler pour atteindre ses objectifs avec son équipe. Donc, ce sont les objectifs de l'équipe. Potentiellement, ils peuvent ne pas être totalement alignés avec ceux d'une autre équipe. Donc, c'est regarder un peu les choses avec le petit bout de la lorgnette, quelque part. Donc, alors que quand on travaille dans une même entreprise ou dans une même organisation, ben, c'est plutôt le but donc, de l'organisation qui devrait être le but commun de tout le monde. Donc, chacun peut avoir ses objectifs séparés, ses objectifs précis, mais ils doivent s'inscrire dans l'objectif commun. Donc, c'est quand déjà, il faut s'assurer qu'on travaille ensemble et qu'on adhère à cet objectif-là. Donc, du coup, les managers de la team number one portent ensemble, collectivement, la vision de l'entreprise. Et cette vision, donc, ils peuvent, s'ils sont alignés entre eux, ils peuvent amener ça dans leur équipe et du coup, aligner l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise sur une vision claire et commune. Puisqu'ils la partagent déjà entre eux, c'est facile pour eux ensuite d'aligner les collaborateurs. Ça va éviter les frictions et les rivalités, puisqu'on va être plutôt dans le cas de ce petit dessin-là, vous voyez, où tout le monde tire dans la même direction, plutôt que les équipes qui tirent chacune de son côté. Ça leur permet de se coordonner et de s'entraider, ce qui est moins fréquent. Généralement, les managers ont chacun leur truc et ils ne vont pas forcément s'entraider. Ça ne va pas aller jusque-là. Donc, avec une team number one, l'entraide fait partie du B à bas du travail, du fonctionnement de la team number one, comme dans le chantier que je vous ai montré tout à l'heure, où tout le monde travaille avec tout le monde. Donc, la team number one, elle s'appelle pour team number one parce que c'est en fait la première équipe du manager. Elle est censée être plus importante encore que l'équipe qu'il dirige ou qu'il manage avec ses propres collaborateurs. Et si la team number one est la première équipe du manager, ensuite il va ramener dans son équipe, qui est son équipe à lui, la vision et l'état d'esprit collaboratif de la team number one pour qu'elle infuse tous les rouages de l'entreprise. Donc le manager est d'abord membre de la team number one et cet état d'esprit-là, ensuite, il va l'amener dans son équipe à lui. Donc s'il y a des questions, vous les poserez après, d'accord? J'enchaîne. Donc comment on fait une team number one? Donc, pour faire une team number one, je propose un processus en plusieurs étapes. D'abord, c'est identifier qui en fait partie. Parce que communément, on a dessiné là dans l'organigramme, on a pris les managers d'un même niveau hiérarchique et j'ai mis un cadre autour en disant c'est ça la team number one. Mais ce n'est pas forcément exactement ça. C'est une bonne base pour partir. Mais on va chercher à identifier le minimum de personnes qui couvrent l'ensemble du périmètre. Donc, le périmètre, c'est quoi? Ben, ça dépend de l'entreprise, ça dépend de quoi on parle. Par exemple, si c'est une petite entreprise, le périmètre, ça sera toute l'entreprise. Si c'est une énorme multinationale, ben, il peut y avoir le périmètre, ça peut être par exemple une filiale ou un pays ou une branche. Vous voyez, donc quel que soit le périmètre, de toute manière, on peut raisonner de différentes manières. Donc, on va chercher le minimum de personnes, mais qui couvrent l'ensemble du périmètre. Donc, typiquement, ça sera les managers. Mais il est possible aussi d'inclure, et il est même nécessaire d'inclure dans la team number one, des gens qui ne sont pas forcément managers ou qui n'ont pas forcément d'équipe, mais qui ont quelque chose à apporter. Par exemple, si on fait une team number one dans une DSI, et ben, le responsable sécurité, qui n'a peut-être pas d'équipe et qui est peut-être tout seul, il va rentrer dans la team number one. Mais aussi le responsable RH, alors je dis le, ça peut être là, hein, la responsable sécurité, la responsable RH ou la responsable qualité ou les finances, la DAF. Donc, vous voyez, ce n'est pas que les équipes opérationnelles, ce n'est pas que sur un silo, c'est toutes les personnes qui couvrent l'ensemble du périmètre. Et donc, si les finances sont inclus, les RH sont toujours inclus, donc on va mettre vraiment, on va couvrir l'ensemble du périmètre. Donc, ça, c'est la première chose, identifier les bonnes personnes. Ensuite, on va clarifier la démarche auprès des futurs membres pour recueillir leur adhésion. On ne met pas quelqu'un de force dans une team number one. Donc, il faut aller leur expliquer, leur proposer la chose et les embarquer donc, avec leur adhésion. Organiser ensuite le processus de travail, donc les rituels, les outils, les supports, puisque ça va être un travail d'équipe. Donc, comme toute équipe, elle va avoir sa manière de fonctionner qu'il faut structurer.
On va communiquer sur la team number one au sein de l'ensemble de l'entreprise. Parce que sinon, ce qui va se passer, c'est que les autres personnes de l'entreprise qui ne sont pas dans la team number one vont se dire, c'est quoi ce machin-là, on est en train de comploter contre nous, il y a des choses qui se passent, c'est bizarre. Donc, ce n'est pas du tout le but. Au contraire, ça doit être fait en toute transparence. Donc, on va communiquer sur la team number one, son utilité, sur pourquoi elle est là, et même proposer à tout le monde de pouvoir faire appel à la team number one quand ils ont justement des problèmes. On fera aussi du team building de la team number one, parce que vous faites peut-être du team building avec votre équipe opérationnelle, l'équipe avec laquelle vous travaillez au quotidien. Vous faites peut-être du team building pour l'équipe que vous managez. Mais on fait aussi du team building avec la team number one, parce que ça aide à fonctionner en équipe. Et le team building, ce n'est pas forcément aller faire une escape room ensemble ou aller faire un week-end au ski. C'est surtout apprendre à bien travailler ensemble. Donc, c'est des activités qui ne sont pas totalement des activités de travail. Donc, ça peut être des jeux, ça peut être des formations, ça peut être des choses comme ça. Mais le but est quand même professionnel, donc c'est-à-dire apprendre à bien travailler ensemble. Mais ça se fait de façon sympathique, ludique. Et donc, du coup, on apprend à travailler ensemble. Là, on est dans l'opérationnel. Et on va mettre en place de l'amélioration continue. Donc, pour ceux qui connaissent la roue de Deming, donc capitaliser sur ce qui marche bien, identifier ce qui ne marche pas bien pour améliorer les processus et faire en sorte que ça marche de mieux en mieux. Les deux sont importants. Voir ce qui marche bien pour qu'on n'ait pas à réinventer la roue quand ça marche bien. Donc, on capitalise et du coup, la roue de Deming, vous savez, la roue de l'amélioration continue, ben, elle peut monter parce que chaque fois, on a capitalisé sur quelque chose, on réexpérimente des choses qui marchent moins bien pour les améliorer, on a trouvé un bon truc, hop, on monte un peu, etc. etc. Donc voilà, pour la création de la team number one. Alors, pourquoi j'insiste beaucoup sur l'équipe? Parce qu'il y en a qui vont dire, oui, mais nous, on travaille déjà ensemble, ou vont dire, oui, mais on a déjà des steering committees ou des CODIR, etc. Qu'est-ce que la team number one apporte de différent? Est-ce que ce n'est pas la même chose avec un plus joli nom? Donc non, ce n'est pas la même chose parce que là, je vais quand même prendre 2 minutes pour expliquer ça. C'est-à-dire que ce diagramme, c'est le diagramme de Tuckman qui a théorisé donc, le fonctionnement des équipes. Et vous voyez la ligne bleue présente comment fonctionne. Est-ce que vous voyez mon curseur dans le partage? Oui, on voit. Oui, d'accord. Donc la ligne bleue présente le fonctionnement d'un groupe. Comment fonctionne un groupe de personnes? Donc, on prend des gens et normalement, le fonctionnement d'un groupe doit donner un résultat qui dépasse la somme des contributions de chaque personne séparément. Donc, on prend des personnes qui se connaissaient ou pas au début, on leur dit, vous allez travailler ensemble. Donc, on va avoir ça ira un peu mieux quand elles vont travailler ensemble. Quand on crée une équipe, on a un enjeu qui est beaucoup plus fort, on a une ambition beaucoup plus forte. Donc, ce qui va se passer, donc on forme, le forming, storming, norming et performing. Donc, la formation, c'est pareil, hein, qu'on parte d'une équipe ou d'un groupe, c'est pareil. Mais dans une équipe, comme on va demander quelque chose de supplémentaire, il va y avoir une période, la période storming, donc il va être une période de friction. C'est-à-dire, les gens, on leur demande plus que juste se dire bonjour et dire sur quoi tu travailles. Ah oui, c'est très intéressant et moi, je travaille là-dessus. Et présenter leurs diapos à des réunions où certains sont en train de faire leur mail parce que ça les intéresse moyen ce que font les collègues. Donc là, l'idée, c'est vraiment de travailler ensemble. Donc les enjeux sont plus forts et du coup, l'implication est plus forte et les gens vont se frictionner parce qu'ils vont vouloir trouver leur place et titiller la place de l'autre. Ça, c'est moi qui fais, puis moi, je fais mieux que toi et puis pourquoi on me demande de faire ça? C'est pas à moi de le faire, etc., etc. Donc, ça va se frotter, ça va se titiller pendant un certain temps. C'est l'étape de storming. Et c'est normal que ça arrive. Et si ça n'arrive pas, ben, peut-être, alors sauf miracle, mais généralement, c'est qu'il a manqué justement quelque chose. C'est que les gens ne sont pas vraiment impliqués et puis, bon, on élude et on passe comme ça, on n'a pas abordé les vrais problèmes. Donc, quand on fait ça, cette étape de storming, et c'est là que le team building est particulièrement important, on apprend à travailler ensemble et on apprend aussi à trouver sa place. Et chacun trouve la sienne et aussi comprend celle des autres. Donc justement, on sait ce qu'on doit faire et on sait aussi ce qu'on peut demander aux autres. Et c'est là qu'on peut demander de l'aide et apporter de l'aide et vraiment travailler ensemble.
Donc, cette étape-là est vraiment importante et une fois qu'elle est franchie, on va arriver à l'étape norming, donc c'est-à-dire qu'on on va rejoindre, parce que là, il y a une sous-productivité, hein, ça c'est l'axe de la performance. Donc, il y aura une sous-performance pendant la période de storming et là, on arrivera à rejoindre les performances normales du groupe, ça sera résolu. Bon, si c'était que ça vaudrait pas forcément la peine. Mais ce qui se passe après, c'est ce petit truc formidable, là, cette coupe qui monte comme ça et qui fait qu'on travaille beaucoup mieux qu'un juste un groupe de personnes. Donc, on travaille vraiment en tant qu'équipe. Donc, on n'est pas seulement dans la cohabitation des gens, mais vraiment dans l'entraide. Et cette période-là, donc, il y a aussi de la surmotivation. Donc, Tuckman, lui, il appelle ça surmotivation. C'est totalement, enfin, j'accepte ce que dit Tuckman là-dessus, hein, l'inventeur du modèle. Mais ça va au-delà juste de la surmotivation. C'est de la surmotivation, de la surperformance. C'est aussi du bien-être. On est très content. On est porté par l'équipe. Donc, ceux d'entre vous qui ont pratiqué ou qui pratiquent des sports d'équipe, vous connaissez cette sensation si vous avez eu le bonheur donc de travailler avec une très bonne équipe, avec une équipe dans laquelle tout fonctionne bien. Regardez aujourd'hui, moi je suis fan de rugby, donc regardez le 15 de France aujourd'hui. Il est magnifique parce qu'il y a des bons joueurs, donc ok, mais ils savent travailler ensemble et c'est ce qui se passe dans une bonne équipe. Quelqu'un lance une balle, il ne sait pas qui va la rattraper, mais il sait que quelqu'un va la rattraper. Il y a une confiance, donc, et chacun est attentif à ce que fait l'autre. On se place au bon endroit sur le terrain pour être le plus utile possible pour l'équipe. Vous voyez, donc c'est ça. C'est cette création-là qui est visée par la Team Number One. Donc c'est un objectif très ambitieux et quand ça marche, ça fait des merveilles. Alors, ce n'est pas facile à mettre en place, mais c'est ça l'idée. Donc, quelques questions qu'on peut se poser pour savoir est-ce qu'on est vraiment une équipe ou pas? Ben, il y a quelques questions. Alors, c'est par exemple, est-ce que vous vous faites confiance? Est-ce que vous savez gérer les conflits? Et gérer les conflits, ce n'est pas les éviter, c'est-à-dire les avoir et les gérer. Parce que les conflits, c'est inévitable. Donc, une bonne équipe, ce n'est pas celle qui évite les conflits, c'est celle qui sait comment justement les utiliser pour avancer. Est-ce que vous êtes engagé? Est-ce que vous êtes redevables les uns envers les autres? Et est-ce que vous êtes attentif aux résultats? Juste pour l'anecdote, notre boss Damien nous a raconté qu'il il a fait une formation auprès d'un codir et il leur a fait jouer au Chamallow Challenge. Donc, je ne sais pas s'il y en a peut-être qui ne connaissent pas, mais comme il y a beaucoup de coachs ici, donc Chamallow Challenge, c'est un petit jeu où on joue avec des chamallows et des spaghettis. Il faut construire une tour de spaghettis pour percher le chamallow le plus haut possible. Et à la fin, on met quelques équipes en compétition et à la fin, on prend un centimètre et on voit qui a mis le chamallow le plus haut possible. Donc il a fait jouer le codir au Chamallow Challenge. Et à la fin, ben, il y avait deux équipes, aucune des deux n'a fait tenir son chamallow. Les deux chamallows se sont effondrés. Donc, et ils leur demandent dans le débrief comment ça s'est passé et ils sont très contents. Ils disent on a super bien travaillé ensemble, on a bien discuté, on s'est coordonné, on s'est écouté, etc. Il leur a dit bon, ben, c'est magnifique, sauf que vous avez totalement échoué. Donc, je vois que je suis dans un codir dans lequel le résultat n'a aucune importance. Et là, il y a eu un grand silence et ils se sont dit ah mince alors. Donc voilà, tout est important. Bien travailler ensemble et quand même arriver aussi à avoir des résultats. Donc, c'est les deux. Donc ça s'applique à l'équipe dont vous êtes le manager, donc votre équipe que vous managez. Donc, si vous ne connaissez pas ça, je vous invite vivement à essayer de faire ça dans votre équipe. Et c'est aussi la team number one. Alors, donc votre équipe fait son travail, la team number one fait son travail à elle. Donc, elle a besoin d'être organisée, tout comme votre équipe à vous. Donc, première chose, mettez en place un management visuel dédié à la team number one et utilisez-le lors de vos réunions. Donc, ça va ressembler beaucoup à ce que vous faites dans vos équipes opérationnelles, hein. Donc, un des outils, vous pouvez le faire de mille et une façons, mais une des façons qui marche bien, c'est un Trello, vous voyez, on déplace les post-it pour voir comment les tâches avancent. Et aujourd'hui, ce management visuel-là se généralise beaucoup dans les outils numériques parce qu'avec la Covid et le télétravail, ça devient indispensable. Les post-it sur le mur, ça ne marche plus trop, hein, quand on est chez soi.
Et ça a permis, ça c'est un des bénéfices de la Covid, ça a permis de très bien embarquer des gens qui normalement étaient un peu à l'écart, notamment par exemple des gens qui travaillent dans des pays différents, avec des horaires différents, etc. Donc avoir des outils de ce genre-là, ben, ça permet justement d'avoir une cohésion d'équipe. Donc management visuel, c'est indispensable. Veillez, alors en tant que team number one, veillez à bien distinguer entre les sujets purement opérationnels qui peuvent être traités entre les personnes concernées et les sujets T1. Parce que tout n'est pas un sujet T1. Donc c'est intéressant. Ce qui se passe aujourd'hui dans les CODIR ou dans les comités des managers, c'est un petit peu le suivi opérationnel. Donc ce n'est pas pour ça qu'on fait une T1. Donc, ça doit être suivi aussi. Donc, n'annulez pas forcément ces réunions-là. Elles peuvent continuer à être utiles. Et peut-être qu'elles le seront moins, mais c'est à chaque équipe de voir. Mais les sujets T1, c'est vraiment des sujets T1. Donc, ce sont les sujets transverses, c'est les sujets de collaboration entre les silos, c'est les sujets de désilotage, c'est les sujets de vision commune. Vous voyez, ce sont ces sujets-là. Priorisez les sujets. Donc, pour les prioriser, c'est une proposition, ça, c'est une bonne pratique. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, mais ça marche bien quand on le fait. C'est de vous poser quelques questions du genre qui est concerné? Donc, juste moi ou mon équipe, plusieurs équipes, tout le monde. À quelle fréquence le problème se produit? Donc, est-ce que c'est rare? Est-ce que c'est de temps en temps? Est-ce que c'est une fois par semaine? Est-ce que c'est tous les jours? Qu'est-ce qui se passera si on ne traite pas le sujet? Genre, bon, bah, c'est pas bien grave, c'est dommage, mais c'est pas bien grave. Ou alors, c'est absolument critique. Si ça n'est pas traité, on ne pourra plus travailler. Ou, voilà. Et quelle est la difficulté pour traiter le sujet? Facile à traiter, on peut le faire en un rien de temps. Du moment qu'on y a pensé, c'est presque réglé. Ou, bon, on peut le faire, mais c'est pas trop simple. Ou alors, c'est vraiment, vraiment, là, ça va être sacrément compliqué. Donc, vous pouvez donner du Fibonacci, là, donner des critères et puis passer chaque sujet comme ça sur cette grille et donner donc des scores et prioriser en fonction de ça. Si vous ne faites pas ça, ben, là, il y a des fortes chances que vos sujets vont être priorisés par l'urgence et vous serez tout le temps en train de courir après les urgences. Donc, alors, et ne cumulez pas les sujets à traiter. Concentrez-vous sur les sujets en cours, éliminez les cartes qui traînent trop longtemps. Par exemple, 4 semaines, c'est un bon délai. Si une carte n'a pas été traitée en 4 semaines, éliminez-la. Si le problème revient, vous referez une nouvelle carte pour ne pas avoir une liste, un backlog. Backlog, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu la liste des choses à faire pour ne pas avoir un backlog trop important. Alors, donc, un petit schéma là pour résumer un peu comment ça se passe. Donc, premièrement, vous avez donc votre backlog, hein, ce qu'on a vu tout à l'heure, qui est priorisé en fonction de la valeur T1 des sujets à traiter. Donc, pas en fonction de l'urgence, mais de la valeur que ça a pour la team number one. Donc vous le mettez, voilà, vous mettez ce backlog dans un management visuel et la T1 se réunit régulièrement autour de son backlog. Donc, à vous de déterminer une fois par semaine, 2 fois par semaine, vous choisissez la fréquence et la durée de vos réunions. Donc, vous commencez par exemple avec 1 heure par semaine et vous voyez, c'est trop ou c'est pas assez. Si c'est trop, ben, vous réduisez. Si c'est pas assez, vous augmentez. Il faut commencer avec quelque chose. Vous traitez les sujets rapidement. Hein, vous vous rappelez, 4 semaines, la carte sort. Donc, ça doit être traité maximum 1 mois pour traiter une carte. Comme ça bouge. Et on voit que la team number one, ça sert à quelque chose. Donc, les équipes sont nourries avec du sens. Et elles fournissent un travail de qualité dans les meilleures conditions possibles parce qu'en fait, les sujets que vous allez traiter en team number one sont les sujets qui vont aider vos équipes. Donc, c'est notamment tous les problèmes qui font que vos équipes ont des soucis, n'arrivent pas à travailler ensemble, ont des problèmes de communication, d'organisation, de matériel et que sais-je. Donc, du coup, comme vous traitez les sujets, vous piochez les sujets les plus importants, vous les priorisez, vous les traitez rapidement, ben, l'équipe, elle travaille beaucoup mieux. Et le processus est régulièrement analysé et amélioré. Donc, pareil, vous pouvez commencer par faire des petites rétrospectives. Vous vous donnez, par exemple, 1 heure par mois pour commencer. Et vous voyez, si vous voulez faire plus, vous faites plus. Si vous voulez faire moins, vous faites moins. Et les sujets de la rétrospective sont nourris à la fois par les équipes qui vont remonter à leur manager quels sont les sujets qu'elles voudraient voir traités. Et aussi, alors là, on ne parle pas des sujets qui rentrent dans le backlog. Hein, on parle là de l'amélioration.
et bien sûr par les membres de la team number one. Et donc, vous améliorez le processus et puis ça boucle et vous recommencez et vous devenez une team number one de plus en plus performante. Donc voilà, donc créer et faire équipe, donc ne pas avoir peur de vous montrer vulnérable. C'est une des choses qui font que ça peut ne pas marcher quand on a peur d'être vulnérable. Donc il y a du travail à faire, justement. C'est pour ça que ça vaut la peine d'être accompagné pour apprendre à montrer ses vulnérabilités sans se mettre en danger. Donc c'est important de mettre en place ce genre d'état d'esprit-là, ce qu'on appelle, on peut l'appeler bienveillance, mais le bienveillance est un peu vaste, donc ça fait partie de ça. Débattez avec passion des sujets importants. Donc, il ne s'agit pas de laisser couler pour la paix des familles, mais vous pouvez débattre avec passion des sujets importants, c'est très bien. Prenez vos décisions avec clarté et confiance, après avoir débattu. Demandez de l'aide lorsque vous en avez besoin. Beaucoup de gens ont des difficultés pour demander de l'aide, ça s'apprend. Demandez de l'aide. Faites-en quelque chose de régulier. Vous pouvez vous poser la question systématiquement pour banaliser ça en demandant, bon, qui c'est qui a besoin d'aide là sur quelque chose? Comme ça, c'est une question banalisée et il ne faut pas que ça soit quelque chose de « est-ce que je vais demander de l'aide ?» Voilà. Focalisez votre énergie pour gagner en tant qu'équipe, donc réussir tous ensemble. Voilà, et créer et faire équipe, c'est difficile, mais ça vaut la peine. Ouais, du coup, il y a quelques erreurs à éviter. Donc, le manque de confiance, donc c'est notamment ne pas vouloir se trouver vulnérable. Si les gens ne sont pas ouverts les uns avec l'autre, on ne pourra pas constituer les fondations d'une équipe. Donc ça, c'est un premier échec. La peur des conflits, évidemment, quand on a peur des conflits, ben, soit on va ressasser des vieux trucs, soit on va juste passer dessus et on va pas faire. Le manque d'engagement. On va repousser les décisions importantes jusqu'au moment où on est sûr parce qu'on a peur de prendre des risques, peur de s'engager. Donc, on va faire un peu semblant et on va tergiverser, et puis ça va traîner, et puis la carte va sortir du board, et puis on ne l'aura pas fait. Donc, il faut être capable de s'engager, sachant qu'on est dans un processus d'amélioration continue. Si on s'engage et quelque chose s'est mal passé, on corrige le tir. Le refus de redevabilité, c'est-à-dire il y a des difficultés, mais on préfère ne pas les voir. On va pas. Il y a des choses qui fonctionnent mal, mais on ne dira rien. Donc, ça, c'est vraiment la clé de l'amélioration continue. On amène devant l'équipe régulièrement ce qui ne fonctionne pas parce que c'est ça qu'il faut craquer pour que ça fonctionne bien. Et l'inattention aux résultats, j'en ai parlé un peu tout à l'heure. Donc, attention, voilà, ne pas focaliser sur les objectifs sur les besoins personnels, mais focaliser sur les objectifs de l'équipe. Et donc, du coup, il y a peut-être des KPI à révisiter pour voir comment les objectifs de chaque membre de l'équipe vont contribuer aux objectifs généraux de l'équipe et pas aller en contradiction ou juste à côté. Alors, comment on peut rater une team number one? Si on l'impose à des gens qui n'en veulent pas, si on se concentre sur la méthode et pas sur les objectifs, si on fait un copier-coller d'un modèle sans l'adapter au contexte de l'entreprise, c'est-à-dire que ce que vous avez vu là, ce n'est pas un dogme, ce sont des bonnes pratiques, c'est pour vous donner le principe de la chose, mais il ne faut pas prendre les diapos là et copier-coller, boum, exactement tel quel. Il faut savoir adapter. Il ne faut pas surcharger et stresser les managers. Et pas confondre sentiment d'urgence et l'urgence d'avoir des bons résultats. Il ne faut pas ne pas se donner le temps, hein, ça veut dire se donner le temps. Il faut se donner le temps. Les choses prennent du temps, les bonnes choses prennent du temps. Mais c'est du temps qui est gagné, du temps qui est pris à un moment donné et on en gagne beaucoup après. Ne pas empêcher, donc pour rater la team number one, on va empêcher ceux qui font de disposer d'un pouvoir de décision. C'est-à-dire une team number one, pour qu'elle marche bien, ben, elle doit avoir un pouvoir de décision. Et pour la rater, on peut limiter l'implication de la décision, de la direction. C'est dommage. Il vaut mieux que la direction soit impliquée justement et légitime la team number one et lui donne justement le pouvoir de décision. Alors, on pourrait faire une team number one à l'insu de la direction ou même contre la direction éventuellement un peu en cachette, mais à un moment donné, ça va bloquer. Ça peut aider quand même, hein, ça peut être aidant jusqu'à un certain point de faire travailler ensemble les managers,
mais ça ne sera pas vraiment une team number one dans le vrai sens du terme. Et bien sûr, ne pas communiquer, c'est une très mauvaise idée. La team number one doit communiquer sur son existence et sur ce qu'elle fait. Et évidemment, apprendre à travailler ensemble, c'est aussi apprendre de ses erreurs. Donc, Moira m'a donné un slogan, donc elle est là, je lui rends hommage, c'est que j'ai beaucoup aimé. C'est plutôt que le droit à l'erreur, c'est l'obligation d'apprentissage. Donc, c'est une très belle manière, j'aime beaucoup la manière de dire. Alors, avant, je disais, je n'aimais pas du tout l'expression du droit à l'erreur, parce que quand on dit droit à l'erreur, il y a une connotation du genre le droit, donc ça veut dire que c'est pas très bien, mais comme on est gentil, bienveillant, nanana, on va donner le droit. Mais on garde la communication, la connotation négative. Donc, l'idée, ce n'est pas le droit à l'erreur, effectivement, c'est l'obligation d'apprendre. Donc, il faut faire des erreurs parce qu'on n'apprend jamais mieux qu'avec ses erreurs. Si on n'a pas fait d'erreur, on n'a rien appris. Ça peut être le fruit du hasard et la prochaine fois, ça ne marchera pas parce que le hasard ne sera plus le même. Donc, on est obligé d'expérimenter et pour expérimenter, il faut avoir le droit, enfin, la possibilité de faire des erreurs parce que c'est comme ça qu'on apprend. Donc, ça, c'est très, 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 très important. Donc voilà, donc, on arrive vers la fin. Ce qu'il faut retenir, c'est donc la team number one, c'est la première équipe du manager. C'est une idée hyper simple, mais en fait, ce n'est pas si facile à mettre en œuvre. Donc, c'est vraiment une idée simplissime. C'est une équipe, donc elle doit être traitée comme une vraie équipe. Pas juste réunir les gens ensemble, comme vous avez vu tout à l'heure. On dit oui, mais on se rencontre déjà de temps en temps, ou même on a notre rendez-vous régulier où on se partage des diapos. Non, ce n'est pas ça. C'est une équipe. Et voilà, l'autre, c'est retenez qu'il est facile de transformer la T1 en comité exécutif, mais ce n'est pas le but. La T1 doit régulièrement analyser son fonctionnement et l'améliorer. Parce que son objectif, ce n'est pas d'être un comité exécutif, justement. Je peux vous donner l'exemple de l'équipe avec laquelle j'ai travaillé l'année dernière. Donc, quand je suis arrivée là-bas, il y avait une personne est venue me voir, il était en train de démissionner parce que son manager lui avait interdit de donner un coup de main à une copine qui était dans l'équipe d'à côté en disant « je veux que ça pète chez eux ». Donc, c'était la situation avant de mettre en place la team number one. On a mis en place la team number one. Ça a pris un certain temps, mais les gens ont appris à se parler, à communiquer, à s'entraider, etc. Ça a tellement bien marché qu'aujourd'hui, il n'y a plus de ce genre de choses. C'est impensable. C'est vraiment devenu totalement impensable. Donc, il y a un très haut niveau de collaboration, d'organisation. Donc, ça a influencé sur le travail des équipes qui travaillent mieux. Ça a bien sûr fait augmenter le moral des équipes. Donc, comme je vous ai dit, cette personne a démissionné. Là, celui qui avait été engueulé par son manager pour raison d'entraide. Aujourd'hui, ces choses-là n'arrivent plus. Et il y a eu une réorganisation dans cette entreprise en décembre. Donc, le nouveau manager, donc le manager de cette équipe a évolué vers des fonctions plus importantes. Maintenant, il demande de mettre en place, enfin, il a mis en place une team number one dans son nouveau rôle, donc à un niveau au-dessus. Le nouveau manager de l'équipe a refait une team number one à son niveau et un des managers de l'équipe a eu la responsabilité d'une nouvelle unité dans laquelle il a mis en place une team number one. Et les retours sont vraiment très très bons. Tous ceux qui ont été embarqués là-dedans trouvent que c'est vraiment une chose excellente et ils continuent de le faire. Donc maintenant, chacun de son côté. Donc ça vaut vraiment la peine. Ils ont mis du temps. Ils ont mis du temps. Le sponsoring était fait par le directeur de l'unité, qui venait à toutes les réunions, qui a un emploi du temps complètement fou, mais qui prenait quand même le temps de venir à toutes les réunions de la team number one et aux formations. Il y avait des formations. Il est venu à toutes les formations et donc il a vraiment donné l'exemple et il continue maintenant donc, dans ses nouvelles fonctions. Donc voilà notre offre. Ah oui, on a une offre derrière tout ça. Donc, on peut vous aider pour créer et accompagner votre team number one. Mais du coup, si on fait ça, il n'y aura pas de recette ni de baguette magique. Dans chaque entreprise, ça sera différent. Ça sera à la carte pour vous. Donc, alors,
il y a quand même un processus, hein, mais encore une fois, ça sera adapté à votre contexte. Donc, le processus, ça sera quand même une demande, donc demande, diagnostic, discuter un peu avec les demandeurs, identifier qui devrait en faire partie, faire un kick-off de clarification et d'adhésion, adhérer à atelier de démarrage pour organiser le processus, mettre en place le management visuel, faciliter un peu le démarrage pendant une certaine durée pour s'apercevoir que les membres de la T1 ont bien compris et arrivent à faire les choses par eux-mêmes, donc et qu'ils apprennent à bien travailler ensemble. Donc il y a un peu de team building aussi là-dedans. Mettre en place l'amélioration continue et puis voilà, rendre la T1 autonome et ensuite ça roule. Donc voilà, dans 20 ans, vous serez plus déçus par les choses que vous n'avez pas faites que par celles que vous avez faites. Alors sortez des sentiers battus, mettez des voiles, explorez, rêvez, découvrez.